Le silence tomba au moment même où l'avocat prononça les mots « sa seule petite fille ». C'était un silence qui ne se contente pas de tomber, mais qui s'abat lourdement, indéniablement, comme quelque chose qui se brise en plein air. Je sentis des dizaines de regards se tourner vers moi, tranchant comme des faisceaux laser. Je me tenais près du fond de la salle de conférence, encore en uniforme de service du corps des marines, les mains croisées dans mon dos par habitude, essayant d'être aussi discrète qu'une marine peut l'être parmi un groupe d'officiers endeuillés et de proches impatients. Mais soudain, tous les regards se fixèrent sur moi. Puis l'avocat me regarda droit dans les yeux, pas au-delà, pas à côté, mais moi, et demanda, « Sergent Carter, savez-vous qui sont vos parents biologiques ?» La question était si absurde que j'ai vraiment cru, une seconde, qu'il s'adressait à quelqu'un derrière moi. Ma gorge se serra et le sol sembla bouger lentement, comme un tremblement discret sous le parquet poli. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Je n'étais venu à la lecture du testament que par respect, rien de plus. Je ne m'attendais à rien, peut-être à une mention rapide dans la section remerciant le personnel médical ayant assisté le général durant sa dernière maladie. Je ne m'attendais certainement pas à ça. Je n'étais personne d'important. Juste une marine qui avait été affectée à son service pendant ces derniers mois. Je fermai les yeux un instant pour calmer mon souffle, et la question remonta, griffant des souvenirs enfouis. Des souvenirs d'une enfance pleine de zones d'ombre, là où auraient dû se trouver des explications, d'une mère qui éludait toujours mes questions sur mes origines, d'un père qui n'était jamais là. Mais avant que je ne puisse répondre, l'avocat se replongeait déjà dans les documents devant lui. La pièce s'était transformée en chambre de pression, écrasant toutes mes pensées sauf une. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Je me redressai pour cacher le tremblement intérieur. Les marines ne scient pas, surtout pas en public. Mais en moi, quelque chose s'ouvrait, se fissurait. Jusqu'à cet instant, la matinée avait été douloureusement normale. J'étais venu en vieux pick-up bleu, garé entre un SUV noir impeccable et une Lexus valant probablement plus que toutes mes économies réunies. Je n'étais pas certaine d'avoir ma place ici, mais l'avocat du général avait insisté, il a demandé votre présence personnellement. J'avais cru à une simple formalité. Dans l'ascenseur, entouré d'officiers en grande tenue qui connaissaient le général depuis des décennies, je n'étais qu'une inconnue, une jeune marine n'ayant croisé sa route qu'à la toute fin de sa vie. Ils me saluèrent poliment, mais leurs yeux disaient, « Que faites-vous ici ?» Dans la salle de conférence, une immense table en acajou brillait comme pour un sommet diplomatique. Les murs étaient tapissés de photos du général serrant la main de président, accueillant des délégations, remettant des médailles. Je pris place au fond, comme toujours, là où je pouvais observer sans être observé. Puis arriva la famille Neveu, cousins tous partageant la même expression d'agacement et de cupidité. Ils n'étaient pas là pour faire leur deuil, mais pour toucher leur part. Quand l'avocat entra enfin, un épais classeur sous le bras, le silence se fit. Il commença la lecture, dont aux associations, aux anciens collègues, aux amis de longue date. J'écoutais calmement, n'attendant rien. Je voulais simplement accomplir ce que je croyais être mon dernier devoir envers l'homme dont je m'étais occupé. Puis il ouvrit la dernière section du testament. Et tout bascula. En entendant sa question, une peur froide se glissa en moi, celle qui ne vient pas du danger, mais de la vérité. Connaissais-je mes parents biologiques ? Oui. Et non. Je connaissais ma mère, ses yeux fatigués derrière du mascara bon marché, sa main frottant mon dos lorsque les cauchemars revenaient, ses doubles journées au supermarché pour que je puisse un jour aller à l'université. Mais elle ne m'avait jamais parlé de mon père. Jamais expliqué les questions qu'elle évitait. Jamais dit pourquoi mon acte de naissance semblait incomplet. Et je n'avais jamais insisté. Elle était tout ce que j'avais. À sa mort, les questions étaient mortes avec elle. Ou je le croyais. Maintenant, dans cette pièce pleine d'étrangers dégradés en uniforme impeccable, des notables du comté, des membres de la famille prêts à s'arracher les miettes du général, je restais figé, incertaine de reconnaître encore le sol sous mes bottes. C'était comme si l'univers s'était fissuré pour révéler une vérité à laquelle je n'étais pas prête. L'avocat s'éclaircit la gorge, m'invitant à répondre. Je ne réussis à souffler qu'un mot, à peine audible, non. Il répéta la question, et les mots, parents biologiques, résonnèrent en moi comme un plateau tombant dans un couloir d'hôpital. Toutes les têtes étaient encore tournées vers moi, attendant, jaugeant. Ma voix brûlait. Non. Pas vraiment, finis-je par dire. Un murmure parcourut la salle. L'un des neveux, un homme corpulent en costume sur mesure, émit un grognement dédaigneux, alors qu'est-ce qu'elle fait ici ?
C'était juste l'infirmière. Ridicule. Juste l'infirmière. Je l'avais entendu 1000 fois, juste l'aide, juste la personne qui change les pansements à 2 heures du matin pendant que tout le monde dort. J'avais appris à laisser ces mots glisser sur moi. Mais au fond, quelque chose se serra. L'avocat, Monsieur Daniels, leva la main, nous allons y venir. Mademoiselle Carter, restez jusqu'à la fin, je vous expliquerai tout après la lecture. Le général Walker a été très précis à votre sujet. Très précis. La phrase me noua l'estomac. Je me rassiais, comme toujours lorsqu'on mentionnait ma vraie famille, mon esprit repartit en arrière. J'avais grandi dans un appartement étroit au-dessus d'une laverie, dans un quartier que les gens traversaient sans le voir. Le bâtiment tremblait quand les camions passaient, mais c'était chez moi parce que maman y était. Elle travaillait au supermarché le jour, nettoyait des bureaux la nuit, rentrait en sentant le produit ménager et la vaisselle humide, ôtait ses chaussures avec un soupir, et trouvait encore la force de me sourire. Les bons soirs, elle réchauffait une pizza surgelée et nous la mangions sur des assiettes en carton devant une vieille télé. Juste nous, les filles, disait-elle en cognant sa canette de soda contre la mienne. On s'en sort bien, ma puce. Il n'y a jamais eu de père dans ce décor. Pas de chaise vide, pas de voix grave dans le couloir, pas de week-end ni d'appel d'anniversaire. Quand j'étais petite et que je demandais, elle répondait toujours, ils n'étaient pas prêts à être parents. Mais ça va. On s'a toutes les deux. C'est suffisant. Un après-midi pluvieux, vers mes 9 ans, j'ai fouillé dans son placard à la recherche de cahiers de coloriage et trouvé une boîte en carton. À l'intérieur, quelques photos délavées, des enveloppes jaunies, et un bracelet d'hôpital portant un nom minuscule. Pas Carter. Harris. Quand elle m'a vu le tenir, son visage s'est vidé de toute couleur. Où as-tu trouvé ça? Dans ton placard. C'est à moi? Pourquoi il y a écrit Harris? Elle franchit la pièce en 3 pas, me prit le bracelet doucement mais fermement, et resta silencieuse un long instant. C'est une vieille erreur. De la paperasse. Ça n'a pas d'importance. Mais pourquoi? Elle remit la boîte dans le placard, referma la porte, puis s'agenouilla devant moi. Madison, écoute-moi. Tu es ma fille. Je suis ta mère. C'est ce qui compte. Le passé. Parfois il ne fait que blesser. Tu comprends? Je ne comprenais pas. Pas vraiment. Mais j'ai hoché la tête, parce qu'elle avait peur, et que je l'aimais plus que j'aimais les réponses. Après ça, j'ai cessé de poser des questions directes. La curiosité n'a pas disparu, elle s'est juste enfoncée plus profondément. Et j'ai remarqué sa façon de tressaillir devant certaines lettres, ou de déchirer des enveloppes épaisses sans même les ouvrir. La façon dont elle changeait de sujet dès que des grands-parents ou des cousins apparaissaient dans les histoires des autres. Nous ne rendions jamais visite à la famille élargie pour les fêtes. Il n'y avait aucune vieille photographie accrochée au mur, aucun récit du type, quand j'avais ton âge, venant de quelqu'un d'autre qu'elle. Ce n'était que nous deux, unis à part. Des années plus tard, assise dans cette salle de conférence immaculée, entourée des murmures des proches du général, j'aurais presque pu sentir à nouveau l'odeur de l'ancien appartement, la lessive, le café bon marché, son parfum de supermarché. Je sentais encore sous mes doigts le plastique lisse du bracelet d'hôpital. Après la mort de maman, beaucoup trop jeune, ses poumons ayant fini par céder après des années de produits ménagers et de fumée passive, j'ai fouillé une nouvelle fois dans ses affaires en cherchant cette boîte. Elle avait disparu. Les papiers et les photos aussi. Elle n'avait laissé qu'un mot glissé dans sa Bible usée, « Pardonne-toi. Pardonne-moi. » Continue. À l'époque, j'avais pensé qu'elle parlait du deuil ordinaire, me pardonner de ne pas l'avoir sauvée, lui pardonner de m'avoir laissé seule. Mais maintenant que M. Daniels me questionnait sur mes parents biologiques et qu'une pièce entière de parfaits inconnus me fixait, ces mots pesaient plus lourds, comme s'ils appartenaient à un secret que j'ignorais encore. Que avait-elle fait qui nécessitait un pardon pareil? Mademoiselle Carter. La voix de Monsieur Daniels me ramena au présent. La lecture était terminée. Les gens se levaient, les chaises raclaient, les voix fusaient, indignées. Je réalisais que je n'avais pas entendu un mot des dernières pages. Je me levai machinalement. Oui. Si vous pouvez rester quelques minutes, dit-il en baissant la voix pour que seul moi l'entende. Je vais vous expliquer pourquoi le général Walker a souhaité votre présence. Il y a des documents que vous devez voir. Mon cœur recommença à battre à toute allure.
Je regardais les visages furieux autour de moi, ses proches qui avaient clairement attendu une toute autre conclusion que celle qu'ils venaient d'entendre, et je compris quelque chose de simple mais terrifiant, quoi que ce soit, ma vie ne redeviendrait pas normale après aujourd'hui. Monsieur Daniels me guida hors de la salle et dans un couloir silencieux bordé de photos de juges, d'officiers et d'avocats retraités. La moquette étouffait nos pas, et dès que la porte se referma derrière nous, les protestations des proches du général devinrent un bourdonnement lointain, comme des guêpes coincées derrière une vitre. Il indiqua une petite salle de consultation. « Asseyons-nous, dit-il. Cela peut prendre un moment. » Mon pouls cognait dans mes oreilles. Je m'assis raide dans un fauteuil en cuir qui grinça sous mon poids, les mains croisées dans mon giron comme si j'étais de retour à l'école d'infirmière, attendant qu'un formateur m'annonce une note. Monsieur Daniels prit place en face de moi et ouvrit une mince chemise cartonnée. « Sergent Carter, commença-t-il doucement, je comprends que vous soyez perdu. Pour être honnête, lorsque le général m'a confié ses soupçons, j'étais sceptique moi aussi. Mais à mesure que sa santé déclinait, il en est devenu certain. » « Certain de quoi ?» demandai-je en essayant de garder ma voix stable. Il croisa mon regard. « Certain que vous aviez un lien avec lui. » Je clignai des yeux. « Quel genre de lien ?» Au lieu de répondre, il fit glisser devant moi une petite pile de documents. Au-dessus se trouvait une copie de mon acte de naissance ou plutôt la version tronquée que j'avais toujours eue, celle avec des cases manquantes, celle que maman avait toujours justifiée par une simple erreur administrative. Dessous se trouvait une note manuscrite du général, écrite d'une écriture penchée et assurée, la retrouver. Confirmé. Mon estomac se noua. Pourquoi avait-il cela? Monsieur Daniels joignit les mains. Parce qu'il l'a demandé par voie légale. Il savait que vous aviez été adopté et que votre mère avait utilisé 2 noms de famille différents dans les années qui ont suivi votre naissance. Je sentis tout le sang quitter mon visage. Comment aurait-il pu savoir cela? Parce que votre mère a travaillé sur une base militaire qu'il commandait, dit-il calmement. Elle y était infirmière civile il y a 31 ans. Ma respiration se bloqua. J'avalai difficilement. Maman ne m'avait jamais parlé de ça. Le général Walker se souvenait d'elle, dit-il clairement. Je me laissai retomber contre le dossier, tentant de comprendre. Mais pourquoi? Il sortit un autre document, une photo d'identité jaunie agrafée à un formulaire. Une version plus jeune de ma mère me fixait, vêtue d'un chemisier simple, les cheveux tirés en arrière, les yeux pleins d'incertitude. Et peut-être de peur. Ou d'espoir. Je n'aurais su dire. Je suivis son visage du pouce. Elle me ressemble, murmurai-je. Monsieur Daniels hocha la tête. Le général a demandé tous les dossiers qu'il pouvait obtenir légalement. Lorsqu'il a vu votre photo dans l'annuaire de l'hôpital, il a dit avoir ressenti un déjà-vu. Je fermai les yeux. J'entendais presque la voix de maman, tendue et tremblante, certaines choses du passé ne nous aident pas. Elles ne font que blesser. Qu'est-ce qu'il vous a dit, demandai-je. Qu'il avait connu votre mère, répondit-il, et qu'elle avait quitté la base brusquement, sans explication. Il avait essayé de la retrouver, mais sa piste s'était perdue en quelques mois. Il l'a toujours regretté. Ma gorge se serra. Pourquoi la regretter? Qui était-elle pour lui? Il hésita une seconde, juste assez pour que l'angoisse me grimpe le long de la colonne vertébrale. Monsieur Daniels, dis-je, la voix brisée, s'il vous plaît. J'ai besoin de la vérité. Il expira longuement. Il pensait qu'elle était sa nièce, la fille de sa sœur. Le monde bascula. Je serrai le bord de la table pour ne pas vaciller. Cela ferait de moi. Oui, dit-il en hochant la tête. Il croyait que vous étiez sa petite fille. Je secouai la tête, comme si le refus pouvait changer la réalité. Maman n'a jamais rien dit. Elle disait qu'elle n'avait pas de famille. C'est compliqué, souffla-t-il. Les histoires familiales le sont souvent. Il sortit de la chemise une petite clé en laiton. Avant de mourir, le général m'a demandé de vous donner ceci. Elle ouvre un coffre de rangement chez lui, quelque chose qu'il a conservé pendant des décennies. Qui a-t-il dedans? Je l'ignore, répondit-il avec un sourire triste. Il disait que vous comprendriez le moment venu. Je refermai mes doigts autour de la clé. Elle semblait étrangement tiède, comme si elle m'attendait. Je ne comprends pas, murmurai-je. Pourquoi ne m'a-t-il jamais contacté s'il pensait que j'étais de sa famille? Monsieur Daniels replia la chemise avec précaution,
comme s'il refermait quelque chose de fragile. Il ne voulait pas vous accabler sans preuve. Il connaissait les risques, surtout avec la nature conflictuelle de ses proches. Je hochai la tête lentement, me souvenant des visages furieux dans la salle. S'ils m'avaient détesté en tant qu'infirmière, j'imaginais à peine leur réaction s'ils m'avaient reconnue comme héritière de son vivant. Et puis, reprit-il, il savait que votre mère était partie pour une raison. Il ne voulait pas perturber la vie qu'elle s'était construite. Mais quand il a appris que vous preniez soin de lui, quand il a vu votre compassion, votre patience, il m'a dit qu'il avait l'impression de recevoir une seconde chance de bien faire les choses. Les larmes me brûlèrent les yeux. Je les clignai pour les chasser. Il ne m'a jamais traité comme de la famille. Il m'a traité comme une infirmière. C'était volontaire, répondit monsieur Daniels. Il voulait découvrir qui vous étiez lorsque vous pensiez que personne ne vous observait. Pas une héritière, pas une Walker. Juste vous. Je m'enfonçai dans le fauteuil, accablé par le poids de tout cela. Et maintenant, demandai-je. Maintenant, c'est vous qui décidez, dit-il. Mais je peux vous dire qu'il reste encore des documents, des notes, des dossiers que vous n'avez pas vus. Et cette clé. Elle ouvre plus que. Il passait beaucoup de temps ici à la fin, dit-elle. Certains jours, il restait assis pendant des heures à réfléchir. Elle ouvrit la porte et me laissa entrer. La pièce était petite et faiblement éclairée, surtout par une unique fenêtre. Un bureau d'écriture se tenait près du mur, sa surface ordonnée, à l'exception d'une pile d'enveloppes liées par une ficelle. Une étagère contenait des ouvrages d'histoire, de droit et de vie militaire. Et près de la fenêtre reposait un coffre en cèdre avec une serrure en laiton. Je n'eus pas besoin de demander. Je sus immédiatement que c'était là. Je sortis la clé que monsieur Daniels m'avait donnée et m'agenouillai devant le coffre. Mes mains tremblaient tandis que j'insérais la clé dans la serrure. Elle céda dans un petit clic, presque un soupir. À l'intérieur, l'odeur de cèdre monta, à la fois familière et étrangère. Le coffre était rempli de papiers, de carnets et d'un épais classeur portant l'inscription « Famille W. Spears ». Ma respiration se bloqua. Spears, le nom du général, le nom de jeune fille de ma grand-mère. Je soulevai le classeur. À l'intérieur se trouvaient des dossiers soigneusement classés, des photographies, des lettres et des documents officiels. Les premiers papiers appartenaient à une femme nommée Willow Spears, une adolescente au sourire timide et aux longs cheveux foncés, ma grand-mère. Il y avait des photos d'elle enfant, riant aux côtés d'un Raymond Walker bien plus jeune. Une image me coupa le souffle, tous deux assis sur une balançoire de Porsche, les bras enlacés, affichant de grands sourires ridicules. Au dos, écrit à l'encre pâlie, Ray et Willow, étaient avant le déploiement. Mes doigts tremblaient en tournant la page. Le dossier suivant portait le nom d'Elizabeth, ma mère. Je n'avais jamais vu ces photos. Ma mère bébé, puis enfant, puis adolescente. Ses yeux avaient la même couleur que les miens. Sur chaque photo, elle se tenait proche de Willow, presque accrochée à elle. Les pages suivantes étaient des lettres, des dossiers entiers, écrites par ma grand-mère au général. Il les avait conservées pendant des décennies. J'en soulevai une avec précaution. L'écriture était élégante mais fatiguée. Raymond, ton frère est revenu. Il a dit des choses terribles. Il a dit qu'il prendrait Elisabeth. Qu'elle appartient à la vraie famille. Je ne le laisserai pas faire. Nous allons partir bientôt. Je ne sais pas où. Je sais seulement que nous devons partir. Un frisson remonta le long de ma colonne. Le frère du général. Le même qui m'avait lancé un regard mauvais dans la salle de conférence. J'ouvris une autre lettre. Je suis désolé d'être parti sans dire au revoir, mais tu connais ton frère. Il ne s'arrêtera pas. S'il te plaît, ne nous cherche pas. C'est plus sûr ainsi. Plus sûr. Ma mère avait fui par peur. Peur d'être retrouvée, d'être séparée de son enfant, d'un conflit familial déformé en quelque chose de cruel. Une autre lettre, datée de plusieurs mois plus tard, révélait encore davantage, j'ai changé nos noms. Nous recommençons. Je sais que tu seras en colère, mais je ne peux pas risquer ça. Je ne peux pas risquer Elisabeth. Ma poitrine se serra. Elisabeth. Mon premier prénom, avant que maman ne me renomme Madison Carter. Puis j'atteignis la dernière enveloppe de la pile, celle tachée de larmes. Raymond, elle est enceinte. Elle a peur et refuse ton aide. Je l'ai supplié de rentrer,
mais elle ne veut pas. Elle pense que ton frère tentera de revendiquer le bébé. Elle ne le dit pas, mais je sais qu'elle songe à disparaître encore. Elle pense à fuir, à élever l'enfant seul. Je ne sais plus quoi faire. Je regardais la date. 1 mois avant ma naissance. Ma vision se troubla. La pièce sembla rétrécir, l'air s'épaissir. Maman avait fui encore, cette fois pour échapper aux 2 hommes, celui qui aurait pu l'aider et celui qui aurait tenté de la contrôler. Madame Avery parla doucement derrière moi. Il aimait ta grand-mère, tu sais. Elle l'a élevé après la mort de leurs parents. La perdre a brisé quelque chose en lui. Je déglutis. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Il le voulait, répondit-elle. Mais quand il t'a vu entrer dans sa chambre pour la première fois, il n'était pas sûr. Pas avant d'avoir vu combien tu ressemblais à Willow. Et pas avant de t'avoir vu prendre soin de lui avec la même douceur que ta grand-mère. Je refermai le classeur et fouillai plus profondément dans le coffre. Sous les papiers reposait un dernier objet, une petite boîte de velours. À l'intérieur, un collier d'or délicat, doté d'un minuscule pendentif gravé en forme de feuille. Au dos figurait un mot unique, Elisabeth. Le premier prénom de ma mère, mon prénom. Un sanglot monta dans ma gorge. Je pressai le pendentif contre ma poitrine, incapable d'empêcher les larmes de couler. J'avais passé ma vie à me sentir comme un point d'interrogation, comme un espace vide dans ma propre histoire. Mais la vérité était là, dans ce coffre, désordonnée, douloureuse, enfouie, mais réelle. Ma mère ne m'avait pas abandonné. Elle m'avait protégé. Elle avait fui non pas parce qu'elle ne m'aimait pas, mais parce qu'elle m'aimait trop pour risquer de me perdre au profit de gens qui voyaient des héritiers plutôt que des enfants. Je sentis la main de Madame Avery se poser doucement sur mon épaule. Il voulait que tu connaisses la vérité, dit-elle. Toute la vérité, même les parties qui font mal. Je ne sais pas quoi faire de tout ça, murmurai-je. Tu commences par respirer, répondit-elle. Puis tu continues. Exactement comme ta mère l'aurait voulu. Je refermai lentement le coffre, le pendentif encore chaud dans ma main. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus en colère contre ma mère. Je la comprenais, et cela faisait encore plus mal. Quand je quittai la maison du général, le pendentif autour du cou et le classeur sous le bras, le ciel de fin d'après-midi commençait à s'assombrir. Les nuages étiraient de longues traînées grises sur l'horizon, et un froid discret glissait dans l'air, annonçant une tempête. Je m'assis dans ma voiture plusieurs minutes avant de démarrer, trop bouleversé pour bouger. Tout ce que j'avais cru savoir sur ma vie, mon enfance, ma mère, mon identité, se dérobait sous moi comme des plaques de terre en mouvement. La vérité n'était pas une révélation nette. Elle était dentelée, compliquée, douloureuse. Pourtant, une chose était claire, les proches du général avaient menti. Ils s'étaient immiscés et avaient tenté de m'effacer. Je me rendis au cabinet de M. Daniels, puisqu'il m'avait demandé de revenir. Les derniers membres de la famille étaient encore là lorsque j'entrai, leur voix montant et retombant en vagues rugueuses. Dès qu'ils me virent, les cris s'aiguisèrent. La voilà, lança l'un des neveux en pointant un doigt vers moi. Il était grand, rougeaud et semblait n'avoir jamais manqué un repas de sa vie. La petite infirmière profiteuse. Tu l'as manipulé. Tu as dupé un vieil homme mourant. Je ne s'y ai pas. On m'avait déjà insulté des patients souffrants, des familles en deuil, des inconnus persuadés que les infirmières étaient des servantes mais jamais ainsi. Jamais par des gens qui avaient tout fait pour m'empêcher de savoir qui j'étais. Monsieur Daniel se plaça entre nous, calme mais ferme. Ça suffit. Mademoiselle Carter est ici parce qu'elle y a légalement droit, et parce que le général l'a voulu ainsi. Il était confus, répliqua le neveu. Il était sous médicaments, faible, seul, et elle en a profité. S'il savait seulement combien de fois le général avait refusé ses antidouleurs, si fier, si têtu, si déterminé à rester lucide pour régler ses affaires. Elle était son infirmière, grogna un autre. Pas la famille. Pas le sang. Ce mot s'en tomba comme un coup. Il l'avait déjà utilisé dans les lettres, des années plus tôt. Il voulait me réclamer à cause de mon sang ou m'effacer à cause de lui. Monsieur Daniels leva une main, la patience usée dans ses yeux. J'ai les documents nécessaires, dit-il. Vous pourrez tous les consulter. Mais d'abord, mademoiselle Carter doit parler. Je ne m'y attendais pas, mais lorsqu'il se tourna vers moi, attendant, quelque chose en moi se stabilisa.
Je posai le classeur sur la table et l'ouvris à la première photo de ma grand-mère et du général. La salle se tut. Cette photo, deux adolescents riant ensemble, en disait plus que n'importe quel argument. Voici Willow Spears, dis-je. Votre tante, votre mère, votre sœur. Et ceci? Je touchai l'image. C'était sa famille. Toute sa famille, y compris lui. Le neveu ricana. Et alors? Ça ne prouve rien. Je tournai la page. Des lettres se répandirent sur la table. Des appels à l'aide, des avertissements, des aveux écrits de la main tremblante d'une mère effrayée. Je lus à voix haute les passages importants. Il a dit qu'il prendrait Elisabeth. Nous devons partir. Ce n'est pas sûr. J'ai changé nos noms. Ne nous cherche pas, voilà ma mère, dis-je, la voix tremblante mais ferme. Elle fuyait parce qu'elle avait peur de vous, peur de ce que vous feriez si vous la retrouviez avec son bébé. Plusieurs visages pâlirent. Une femme se mit à trembler. Le neveu ouvrit la bouche, incapable de former un son. Puis je sortis la dernière enveloppe, celle tachée de larmes. Ma mère n'a pas fui parce qu'elle haïssait cette famille, dis-je en les regardant un par un. Elle a fui parce qu'elle m'aimait. Parce qu'elle pensait que quelqu'un ici tenterait de me réclamer comme un trophée ou de m'utiliser pour manipuler le général. Elle ne voulait pas de cette vie pour moi. Le neveu retrouva finalement sa voix. C'est absurde, cracha-t-il. Vous croyez qu'on va avaler cette petite histoire? N'importe qui aurait pu écrire ces lettres. Sans un mot, je sortis le pendentif. Un souffle traversa la pièce. C'était à ma mère, dis-je. Son prénom de naissance, Elisabeth, gravé au dos. Il l'avait gardé pendant 30 ans, en l'attendant elle, en m'attendant moi. Monsieur Daniels posa une main sur le classeur. Et si vous exigez une preuve, nous en avons d'autres. Le test ADN que le général avait demandé des mois plus tôt, une correspondance qu'il refusait de révéler sans certitude. Le visage du neveu se déforma. Vous mentez. Non, répondit calmement Monsieur Daniels, c'est vous. Il se tourna vers moi. La parole est à vous, mademoiselle Carter. Je pris une longue inspiration, et pour la première fois, je compris quel genre de revanche je voulais. Pas celle qui explose, pas celle qui détruit. Quelque chose de plus douloureux, la vérité. La vérité dite avec le calme le plus absolu. Je ne suis pas ici pour me battre, dis-je doucement. Je ne suis pas ici pour vous prendre quoi que ce soit. Certains hurlèrent sceptiques. Je suis ici pour vous dire que votre oncle a passé des années à essayer de retrouver les personnes qu'il aimait. Et vous, tous autant que vous êtes, vous avez rendu cela impossible. Vous l'avez empêché. Vous lui avez menti. Vous l'avez laissé mourir en croyant qu'il avait échoué sa famille, alors que la vérité, c'est que vous l'avez trahi. Personne ne parla. Vous m'avez appelé juste une infirmière. Mais moi, je me suis occupé de lui. Je l'ai écouté. J'ai tenu sa main quand il avait peur. J'ai entendu ses regrets, ses pertes, ses fautes. Et pas une seule fois, pas une seule, l'un de vous n'est venu faire de même. La tension se fissura comme de la glace. Si vous voulez une revanche, dis-je plus bas, la voici, vous vivrez en sachant que l'homme que vous avez ignoré m'aimait, et que la gentillesse que vous avez prise pour de la faiblesse était la seule sagesse en laquelle il avait confiance à la fin. Le neveu recula, les poings serrés, mais sans mots. Une femme plus âgée, l'une des cousines, s'effondra sur une chaise, des larmes roulant sur ses joues. Il vous aimait vraiment, murmura-t-elle. N'est-ce pas? J'acquiesçai. À sa manière compliquée, oui. Et je l'aimais aussi. Le silence retomba, dépouillé de colère, rempli seulement de vérité, de chagrin, et peut-être, chez certains, de honte. Monsieur Daniels se racla la gorge. Légalement, dit-il, Mademoiselle Carter est l'unique héritière. Personne ne pourra contester. Le général a laissé des dossiers détaillés justifiant sa décision. Les parents quittèrent la pièce un par un, certains murmurant, d'autres pleurant, d'autres trop abasourdis pour parler. Quand la dernière porte se referma, je m'effondrai sur une chaise, épuisé, vidé, mais étrangement libre. Je n'avais pas crié. Je n'avais accusé personne. Ma revanche avait été de laisser la vérité parler plus fort que leur avidité. Et cela avait suffi. Quand le dernier parent eut claqué la porte, le silence devint presque irréel. Quelques instants plus tôt, la pièce bouillonnait d'accusations, de cris, de menaces,
une tempête tournant autour de moi. À présent, seul le bourdonnement des néons rompait le calme. Monsieur Daniel s'assit en face de moi, les épaules affaissées par des semaines de préparation pour cette bataille. Il se massa les tempes, puis leva vers moi un regard soulagé. « Vous avez fait preuve de plus de grâce que n'importe qui, dit-il. Je ne me sens pas gracieuse, avouai-je. Je me sens creuse. C'est normal, répondit-il doucement. La vérité nous secoue avant de se déposer. Il prit une enveloppe bleu marine, épaisse, scellée de cire. Mon nom complet, écrit de la main ferme du général, adressé à Madison Elizabeth. Voir ces deux noms côte à côte, celui que ma mère avait choisi et celui qu'elle avait caché, déclencha une vague d'émotion si vive qu'elle me coupa presque le souffle. Monsieur Daniels poussa l'enveloppe vers moi. C'était sa dernière demande. Il l'a écrite 3 jours avant sa mort. Mes doigts tremblaient en brisant le sceau. Une odeur de cèdre et un soupçon de son parfum s'élevèrent des pages. Un instant, je ne pus l'ouvrir. Je n'étais pas prête. Mais je me rappelais le classeur, la malle, le pendentif. Toute la vérité que j'avais demandée, ou peut-être dont j'avais besoin, était déjà en train de me transformer. J'ouvris la lettre. L'écriture tremblait, trahissant la faiblesse de ces derniers jours, mais les mots restaient nets, honnêtes, indéniablement les siens. Ma très chère Elisabeth, je sais que vous préférez Madison, et c'est ce nom que j'ai appris à aimer. Mais vous êtes née Elisabeth, et je veux que vous sachiez ce que ce nom signifie. C'était la fierté de votre grand-mère et le premier cadeau de votre mère. J'espère qu'un jour vous pourrez le porter sans douleur. Je posai une main contre ma bouche pour retenir mes larmes. Si vous lisez ceci, c'est que la vérité vous a trouvé, et j'espère de tout cœur qu'elle vous a trouvé avec douceur. Sinon, prenez réconfort dans ceci, rien de ce qui s'est passé n'est votre faute, ni celle de votre mère. Cette phrase me brisa silencieusement. Votre grand-mère et moi étions trop fiers. Une dispute est devenue un gouffre. Elle pensait que je me perdais dans l'argent et le statut. Je croyais qu'elle gâchait son avenir en fuyant la famille. Nous avions tort tous les deux. L'orgueil nous a coûté des décennies. Il m'a coûté la chance de vous voir grandir. Ma vue se brouilla. Quand l'agence d'infirmière m'a envoyé votre photo avant l'entretien, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir. Vous aviez les yeux de votre grand-mère, son courage discret, sa stabilité. J'ai posé des questions, prudemment. Je marchais sur des œufs parce que je ne voulais pas briser la vie que votre mère avait bâtie pour vous. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Je le comprends désormais. Les larmes coulèrent librement. Vous avez pris soin de moi-même quand j'étais difficile. Même quand je poussais trop loin, vous restiez à mes côtés, dans les mauvais jours comme dans les bons. Vous m'avez vu autrement qu'un homme riche. Vous m'avez rappelé qui j'étais. Si je pouvais encore me tenir debout, je mettrais un genou à terre pour vous remercier de m'avoir rendu ce que j'avais abandonné depuis longtemps, un sentiment de valeur. Je respirais profondément. La pièce paraissait plus chaude, comme si sa présence y demeurait encore. Ce que je vous laisse n'est pas une récompense. Ce n'est pas destiné à vous changer. C'est destiné à protéger ce qu'il y a de bon en vous. À donner une chance à vos rêves. Je connais votre projet de clinique. Je sais à quel point vous vous souciez de ceux qui n'ont rien. Votre mère serait fière. Willow serait fière. Et moi, je le suis plus que je ne saurais le dire. Mon cœur se serra. Une dernière demande, ma chère. Ne laissez pas ma famille façonner votre avenir. Ne laissez pas leur amertume vous endurcir. Ils ont vécu en poursuivant l'argent. Vivez en poursuivant le sens. Voilà le véritable héritage. Quel que soit le nom que vous choisissez, Madison ou Elizabeth, portez-le avec honneur. Avec gentillesse. Vous êtes le pont entre ce que notre famille était et ce qu'elle aurait pu devenir. Vous êtes mon héritage. Avec tout mon amour, votre oncle Raymond. Je baissai lentement la lettre, fixant les bords recourbés comme s'ils allaient bouger. Monsieur Daniel s'attendit en silence. Il tenait à moi plus que je ne le pensais, soufflai-je. Oui, répondit-il, et il vous faisait entièrement confiance. Je repliai la lettre et la remis dans l'enveloppe. Par où commencer, demandai-je. Par un choix, dit-il. Que voulez-vous faire de l'héritage? La question aurait dû m'accabler. 12 millions, propriété, investissement, un manoir. Le poids me serra la poitrine.
Puis je pensai à sa dernière demande. Ne laisse pas l'amertume t'endurcir. Vis pour le sens, pas pour l'argent. Donne une chance à tes rêves. Je pensais à ma mère, à mes patients sans couverture, aux enfants qui ne voyaient un médecin que par les urgences, aux quartiers oubliés que je voulais aider. Je crois savoir ce qu'il aurait voulu, murmurai-je. Je sais exactement quoi faire. M. Daniel hocha la tête, comme s'il attendait ces mots. Alors commençons. En quittant le bureau, les premières gouttes de pluie tombèrent, froides et argentées. Je levai la tête et laissai l'eau toucher mon visage. Pour la première fois, le passé ne ressemblait plus à une blessure, mais à une carte. La pluie ne s'arrêta pas dans les jours qui suivirent la lecture du Testament, comme si le ciel lui-même avait besoin de temps pour digérer tout ce qui avait été révélé. Je passais ces matinées grises à ma petite table de cuisine, la lettre du général posée près d'un café qui refroidissait toujours trop vite. Chaque phrase tournait en boucle, tu es mon héritage. Vis pour le sens, pas pour l'argent. Donne une chance à tes rêves. Pendant des années, j'avais gardé ces rêves en silence, pliés comme une vieille note dans une poche qu'on n'ouvre jamais. Une clinique gratuite pour les familles sans moyens. Un lieu sûr pour les personnes âgées. Un centre communautaire où la santé et la dignité seraient des droits, pas des privilèges. Mais les rêves coûtent cher, et je n'avais jamais eu cet argent. Jusqu'à aujourd'hui. Une semaine plus tard, j'avais de nouveau parcouru le manoir abandonné, cette fois avec un carnet, un mètre ruban et une détermination silencieuse qui me surprenait moi-même. La maison semblait différente désormais, non pas grandiose ni intimidante, mais pleine de possibilités. Mrs. Avery entra depuis la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. C'est une belle demeure, dit-elle. À sa manière, elle a toujours été majestueuse. J'ai longtemps pensé qu'elle avait besoin d'une famille. Elle en a besoin, répondis-je. Simplement pas de celle que tout le monde imaginait. Elle sourit doucement. Alors, mettons-nous au travail. La rénovation prit des mois, de longs mois épuisants faits de poussière, de permis, d'entrepreneurs, de réunions budgétaires et de décisions auxquelles je n'aurais jamais pensé être confronté. Certaines nuits, je m'endormais sur des bâches, certains matins je doutais de tout, convaincu d'être en train de détruire quelque chose que le général avait chéri. Puis je relisais sa lettre et la peur s'évanouissait. Nous avons arraché l'ancienne salle à manger pour en faire une salle d'attente. Le salon devint une salle d'examen. La salle de bal se transforma en centre de rééducation. La bibliothèque, où il avait passé des heures innombrables, devint mon bureau. Je n'ai gardé qu'une seule chose intacte, son bureau près de la fenêtre, le meilleur endroit pour regarder le monde changer. Nous avons appelé l'endroit le centre de santé communautaire Raymond Walker. Quand les portes s'ouvrirent enfin, la première patiente à entrer fut une mère épuisée avec 2 jeunes enfants agrippés à ses jambes. L'un toussait d'une toux si profonde qu'elle me serra le cœur. La mère s'excusa encore et encore de ne pas avoir pu voir un médecin plus tôt. Je m'agenouillai, pris le pouls de l'enfant, écoutai ses poumons et lui souris avec douceur. « Vous êtes ici maintenant, dis-je. Vous êtes exactement là où vous devez être. » La nouvelle se répandit vite. Des personnes âgées vinrent de toute la ville pour des consultations gratuites. Des vétérans arrivèrent, les épaules raides de fierté, avouant à voix basse qu'ils avaient besoin d'aide. Des familles entières arrivèrent timidement, puis avec reconnaissance. Chaque jour, en marchant dans les couloirs de ce qui fut autrefois le manoir du général, je sentais quelque chose guérir en moi, quelque chose d'ancien, de fragile, qui attendait la permission de respirer. Un après-midi calme, alors que le centre bruissait d'activité, je me tenais dans mon bureau, les yeux posés sur le pendentif posé sur mon bureau. Le prénom Elisabeth scintillait doucement au soleil. Je n'étais toujours pas habitué à l'entendre, ni à me penser comme une femme portant 2 noms, 2 histoires, 2 familles. Un coup frappé à la porte interrompit mes pensées. Mrs. Avery passa la tête. « Quelqu'un demande à vous voir, dit-elle doucement. Vous devriez lui parler. » Je traversai le hall d'entrée et me figeai. C'était le neveu du général, le plus bruyant, le plus furieux lors de la lecture du testament. Ses épaules étaient maintenant affaissées et il tenait son chapeau nerveusement entre ses mains, comme un écolier devant le bureau du directeur. « J'espère que ça va, dit-il maladroitement. J'ai entendu ce que vous avez fait de la maison. Je voulais voir. » Je croisai les bras sans parler. Il s'éclaircit la gorge. « Écoutez, j'ai été horrible avec vous. Nous l'avons tous été. J'ai grandi en entendant une seule version de l'histoire,
que votre grand-mère avait abandonné la famille, que votre mère était ingrate, que vous n'existiez pas. Quand oncle Ray a changé son testament, j'ai cru avoir été lésé. Mais je me trompais. Le silence tomba entre nous. Il regarda autour de lui, observant la clinique, les patients, les bénévoles. Son expression se radoucit. Cet endroit. C'est quelque chose qu'il aurait aimé, plus que l'argent, plus que tout. J'avalai le nœud dans ma gorge. Il voulait aider les autres. Il ne savait simplement plus comment. Le neveu hocha la tête. Merci de lui avoir rendu un peu de dignité à la fin. C'était la forme la plus proche d'excuse que je pourrais jamais recevoir, mais c'était suffisant. Vous voulez faire un tour, demandai-je doucement. Il sourit, petit, hésitant, reconnaissant. Oui. J'aimerais bien. Nous avons marché ensemble dans le centre et, pour la première fois, je ne le vis plus comme l'homme qui avait essayé de m'écarter d'un héritage. Je le vis comme un morceau brisé de la même famille fracturée dont je venais. Quelqu'un qui avait besoin de guérison autant que moi. La réconciliation n'est pas toujours grandiose ou bruyante. Parfois, c'est une marche silencieuse à travers un lieu construit à parts égales de douleur et d'amour. Des mois plus tard, par une douce soirée de printemps, je verrouillai la clinique et sortis. Le ciel flamboyait d'orange et de rose, et l'odeur de l'herbe fraîche flottait dans l'air. Je me surpris à marcher vers le jardin où le général s'asseyait lors de ses bons jours. Je l'imaginais là, aujourd'hui encore, les bras croisés, essayant de cacher sa fierté. J'espère que je fais ce qu'il faut, murmurai-je dans le vide. J'espère que maman le voit aussi. Une brise légère fit frissonner les arbres, portant un discret parfum de cèdre. Je pressai le pendentif contre mon cœur. Pour la première fois de ma vie, je me sentais entière. Non pas à cause de l'héritage, ni à cause de la clinique, mais parce que j'avais enfin découvert d'où je venais et qui je voulais devenir. La famille n'était ni le sang, ni l'argent, ni des noms sur un acte de naissance. La famille, c'était la bonté offerte librement. La compassion donnée sans attente. L'héritage construit avec l'amour, non la richesse. En retournant vers la clinique, tandis que ses lumières brillaient doucement à travers les fenêtres, je compris quelque chose de simple et profond, ma revanche n'avait jamais consisté à blesser qui que ce soit, mais à prouver que la bonté survit, même quand tout semble vouloir l'enterrer. Et cela, je le savais, était le seul héritage digne d'être transmis. Avant de partir, j'aimerais entendre quelque chose de vous. Avez-vous déjà vécu un mystère familial, une histoire cachée ou un moment qui a changé votre vision du passé? Partagez-le si vous en avez envie, quelqu'un, quelque part, pourrait en avoir besoin. Et si cette histoire a touché votre cœur, restez avec nous pour d'autres récits qui nous rappellent l'essentiel, la compassion, le lien humain et le courage de devenir ceux que nous sommes destinés à être.